Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène faire une randonnée à Parpecé. On y va? Allez, c'est parti. Pour ce deuxième volet de mes randonnées, nous partons marcher à Parpecé. Parpecé est une petite commune située dans le nord de l'Indre, dans la région naturelle du Bois-Sonore. La petite commune propose deux parcours de randonnée, un de 6 km et l'autre de 9 km. J'ai choisi le plus long. Cette fois, j'ai eu la chance d'avoir un beau lever de soleil. Le démarrage de la randonnée a été plutôt tranquille. Nous arrivons dans l'hiver et les premiers froids engourdissent un peu les jambes. Il faisait -1 quand j'ai démarré. Les décorations de certaines maisons sont agréables, ils nous font penser que nous allons bientôt changer d'année. Le parcours nous fait sortir du village presque tout de suite pour commencer à marcher dans les chemins agricoles. Les premiers chevreuils ont vite commencé à courir devant moi. J'espère leur avoir sauvé la vie, car une battue au grand gibier se mettait doucement en place avant mon départ. Ce spectacle ne me lasse pas. Que la campagne est belle. Pour cette randonnée, il faut bien s'organiser et ne pas oublier de sortir le plan papier et d'allumer le GPS du téléphone, car le parcours n'est pas balisé partout. J'ai eu l'impression d'être paumé tout le long du parcours. C'est le seul bémol de cette randonnée. Le parcours en lui-même n'est pas difficile. Dommage que des branches soient sur les chemins dans les herbes un peu hautes. J'imagine que c'est suite aux dernières tempêtes. Les petites communes n'ont certainement pas le personnel pour entretenir tous ces sentiers de randonnée et encore moins l'hiver. Mes chaussures ont fini par être pleines de givre. Il y a 224 habitants qui vivent à Parpecé. Le petit village possède toutefois un commerce artisanal, une faïencerie. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir de plus près. Bonjour. 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 Vous souhaitez? Non, j'avais vu les boules et les décorations, Ah ouais. et je m'étais dit, ben, c'est super. C'est vous qui faites ça? C'est moi qui fais tout ça. Et vous faites ça comment? J'ai vu faïencerie, donc c'est de la faïence? C'est de la faïence, c'est de la céramique. Hein. Okay. Je fabrique ça ici. On peut regarder? Oh, bien sûr, bien entendu. Je vous suis. Tout commence par la fabrication des modèles, qui va me servir à fabriquer un moule, qui va ensuite me servir à fabriquer des pièces. Voilà, donc ça c'est un tour à plâtre, donc sur lequel, par exemple, là j'ai mis du plâtre que j'avais contenu avec une tour d'osagne et que j'ai tourné non pas comme le potier, mais plutôt comme le tourneur sur bois à enlever du plâtre pour obtenir, voilà, cette forme-là. Donc j'avais un bloc de plâtre et j'ai enlevé de la matière pour obtenir ceci.
Et de ça, j'en ai fait un moule. Ici, il y a ce qu'on appelle un peu ce qu'on pourrait appeler l'enterrage. Donc j'ai remis une bande de plâtre, j'ai recoulé une bande de plâtre, j'y ai mis des mortaises, recoulé du plâtre par-dessus, d'un côté et de l'autre, pour l'avoir complètement, le recouvrir complètement afin de le reproduire en terre par la suite. Là, ici vous avez une mer de moule, c'est-à-dire j'ai fait d'abord une tortue en terre. Ensuite, j'en ai fait un premier moule et j'ai fait un moule de mon moule, donc ce qui a donné ceci, qu'on appelle une mer de moule, qui me sert maintenant à reproduire des moules. Quand je coule du plâtre par-dessus, ça me donne l'empreinte de ceci, et ça, c'est une partie d'un moule. Et si je recoule l'autre partie de ci, ça me fera l'autre partie de moule, et comme ça, je pourrai par la suite fabriquer mon objet. Les moules, tout ça, ça n'est que du plâtre. C'est du plâtre à modeler. Là, c'est le moule de la pièce qu'on a vue tout à l'heure. Donc, c'est un vase, en fin de compte, hein, qui destiné à la réalisation d'ikebana. Ikebana étant de l'art floral japonais, car il doit correspondre à des dimensions, des hauteurs bien précises pour qu'il y ait un équilibre parfait avec les fleurs qu'on doit mettre dedans, qui représentent le ciel, le corps et la terre, enfin l'être humain et la terre. Et t'as combien de moules en tout dans toute Ah ben, j'entendais quelqu'un pour les compter. Donc on s'y met maintenant alors. Ah ouais. La terre, je l'utilise sous deux formes, liquide qu'on appelle barbotine, ou solide pour modeler, calibrer ou pas tourner. Voilà, donc ça c'est la terre, c'est de l'argile blanche, qui n'est pas tout à fait blanche, qui est grise, mais qui devient blanche à la cuisson, que je mets dans ce délayeur, là, ce mélange là qu'on appelle donc de la barbotine, que les maçons connaissent bien quand ils font réagréage. Donc après avoir délayé la terre, elle est tamisée à la sortie du délayeur, pardon. Donc voilà, ça donne vraiment une terre liquide comme ça. Donc ça, cette barbotine, elle est versée à l'intérieur des moules. Voilà, comme on remplit un moule de chocolat liquide. L'action va être identique, justement un peu pratiquement identique au chocolat, quand on veut faire des œufs au chocolat. C'est-à-dire que le plâtre, par sa porosité, va absorber l'eau qui est dans ce mélange d'argile et d'eau. Par conséquent, la terre qui est au contact du moule va se déshydrater en quelque sorte, va s'assécher. Donc il y aura une séparation de la terre et de l'eau. Le plâtre va absorber uniquement l'eau. Et donc à ce contact-là, une croûte va se former, très fine au départ. Et au fur et à mesure que le temps va passer, cette croûte va s'épaissir, va s'épaissir, va s'épaissir. Et donc là, si on revient dans 1 heure, on aura une épaisseur qui vaudra à peu près à 3 mm. On retourne le moule, comme le chocolat, pareil, et on vide tout l'excédent, et comme ça le creux se fait, le vide se fait naturellement. Et on attend la fin de journée pour que cette croûte durcisse suffisamment pour pouvoir ouvrir le moule. Là, ici, on a un moule vide, donc j'ai retiré la pièce hier. Et ensuite, voilà, on la sort et on la met à sécher à l'air libre, tranquillement, sans trop de courant d'air, car sécher trop vite, c'est pas bon. Voilà, voilà. Donc, on obtient, voilà, donc le creux hein, qui s'est fait donc naturellement, comme je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Là, je vais mettre ça ici. Et puis, je vais retirer la pièce. Voilà. Super. Qui symbolise une goutte d'eau. Une grosse goutte d'eau. Hein. Ensuite, il faut trouver de la place où la poser. Alors. Hop, une photo. Voilà. Donc le travail ensuite consiste à enlever toutes les coutures du moule qui apparaissent évidemment sur l'objet, donc là sur le chat, et puis toutes les petites bulles qui sont des bulles d'air dans le plâtre et qui évidemment apparaissent en positif ici. Donc il y a des outils qu'on appelle des steaks qui sont en métal blanc ou en inox comme ça, qui sont très souples, que je taille dans toutes les formes pour pouvoir épouser justement toutes les formes. Donc voilà, donc ça se gratte assez facilement. Toutefois, donc là la pièce est humide, donc là ça ne fait pas de poussière, mais quand la pièce est sèche, cette opération là génère pas mal de poussière et n'est pas non plus la plus intéressante en soi.
La finition se fait avec une éponge mouillée, donc vous voyez, ça mouille. Attends, je vais mettre un peu trop d'eau. Voilà. Voilà. Et donc, on voit tout de suite le travail de l'éponge. Voilà, vous voyez, ça enlève vraiment tous les derniers petits défauts. Voilà. Et ensuite, il faut attendre que la pièce soit complètement sèche. Complètement. Il y a vraiment très peu d'humidité, 1% grand maximum. Pour ensuite la faire cuire une première fois, donc passer du stade terre crue à terre cuite. Il y a aussi la fabrication d'objets à partir d'une calibreuse, c'est-à-dire qu'on ne fait que des pièces rondes, principalement des bols. On peut faire des coupelles, des choses comme ça. Moi je fabrique uniquement des bols avec une calibreuse. Une calibreuse, ça ressemble à ça ou à ça. C'est-à-dire qu'il y a un calibre en bois, on le voit mieux voilà, sur celle-ci. Il y a un calibre en bois qui dessine l'intérieur du bol. C'est le moule, hein, c'est pas le bol. Qui dessine l'intérieur du bol. Et le bol, lui, définit l'extérieur du bol. N'importe quel. Donc je vais mettre... je vais plaquer dans le fond du moule. Voilà. En théorie, il me faudrait un peu d'eau, mais... j'essaie de le faire. Je le mets dans la tête de tour. Je mets en marche le calibre. Et là, je vais appuyer tout doucement, régulièrement, de façon à laisser juste l'épaisseur du bol. Voilà, j'enlève tout l'excédent, je le coupe, et ça s'enlève très facilement. Hop. On a un bol. Donc on voit déjà la croûte qui s'est formée un petit peu déjà, vous voyez. Voilà, la croûte s'est déjà formée un petit peu. Donc on va le laisser prendre et on le videra tout à l'heure. Voilà, donc j'ai récupéré un peu de terre pour refaire une boulette, pour faire le cœur de la fleur que je vais tremper dans la barbotine. Voilà, je vais bien appliquer. Le mieux aurait été de faire de quelques petites stries, etc., etc. Mais bon, tac. Et puis par la suite, voilà, je prends la fleur, je la travaille comme ceci, plus ou moins bien, pas prêt à en faire une série. Et puis voilà, un petit trou derrière de façon à pouvoir le faire cuire et la mettre sur une tige. Voilà, bon, c'est vite fait. Et voilà, faut revenir pour faire revenir me visiter pour que je vous montre en détail comment je l'ai fait mieux, quoi. Donc même si ça se voit pas, c'est un oiseau, n'est-ce pas? Ça ressemble à un oiseau. Presque. Bien. Il y a déjà les ailes. Hein? Alors j'ai fait les petits yeux ordinairement, je fais des petits trous pour mettre les pattes, mais bon voilà, grosso modo, un oiseau. Alors je sais pas ce que c'est comme oiseau, on va dire un oiseau. Donc il y a des moules qui se vident pour comme des vases, hein, pour que ce soit creux, mais il y a des moules qui ne se vident pas. Ils ont rempli le moule par l'orifice de remplissage, toujours bien sûr, et puis on laisse prendre. Donc ça fait une masse, vous voyez, qui est prise comme ça, et à l'intérieur de ça, quand je vais l'ouvrir, vous allez voir qu'il y a l'objet qui est coincé entre deux morceaux de plâtre. Donc on appelle ça des moules entre deux plâtres. Hop, voilà. Et je mets à sécher à l'air libre. Tout ça, c'est les pièces qui sont déjà cuites?
Donc, qui sont biscuits. Tu les appelles les biscuits. Ouais, voilà. Donc, D'accord. Ça commence à sonner. ça sonne. Ouais. Hein, ça sonne clair. Clair. Sur la terre qui n'est pas cuite, qu'on appelle crue, si vous tapez par terre, enfin de la terre, ça ne résonne pas, il n'y a aucune résonance. Voilà, et on appelle ça du biscuit. Bis, Cuit. cuit. Cuit 2 fois. Là, il est monocuit, Oui. mais le terme de biscuit est gardé dans le jargon du métier pour appeler tout ce qui est terre cuite, mais sans revêtement d'émail. D'accord. Voilà, biscuit parce que les petits sujets de porcelaine Ouais. En biscuit, que on mon a. grand-mère Ouais. avait ou ont encore, donc on appelle ça donc du biscuit parce que eux sont cuits 2 fois. D'accord. Mais il n'y a toujours pas de revêtement d'émail par-dessus. D'accord. Voilà, ils sont cuits 2 fois pour cuire une fois la terre et une fois la dorure ou les petits yeux ou les lèvres qui sont repeints et donc recuits pour être fixés. Et donc ces objets-là sont cuits 2 fois. Et donc comme ils n'ont pas de revêtement, on appelle ça du biscuit. C'est du monocuit, mais on appelle ça du biscuit. En poterie, dans le grès, ils appellent ça aussi du dégourdi. C'est moins joli. Oui. Ouais, c'est vrai que. Je ne sais pas pourquoi, l'étymologie, là, je ne connais pas. Donc, pour cuire toute la céramique, ben, j'ai 2 fours. J'ai un petit four. Bon, petit, pour cuire un poulet, c'est largement assez grand. Oui. Ce sont des fours électriques qui chauffent avec des résistances, comme un grille-pain, en plus gros, en quelque sorte, et plus fort. Ça, c'est ce qu'on appelle la sole. Hein. Dessous, il y a aussi des résistances. Ça chauffe dessous. Voilà. Et puis, pour faire cuire les objets, ben, il y a des piliers, comme vous avez vu là. Et puis, on met des plaques qu'on pose sur ces piliers pour superposer et faire des niveaux différents. Ça permet de remplir complètement le four parce que ben, une cuisson, c'est quand même un coup. Et il faut absolument amortir Amortir la cuisson. Donc la première cuisson, comme je disais tout à l'heure, c'est 1050 degrés. Pendant combien de temps? Donc il faut... Enfin, c'est toujours chaque fois différent, hein. Il y a des programmations qui sont différentes. Moi, il me faut 6h30 pour monter dans la température ambiante jusqu'à 1050 degrés avec un palier d'une dizaine de minutes à 1050 pour que la cuisson soit bien homogène. Et puis ensuite, ça remettra 24 heures à refroidir tranquillement pour fermer, avant d'ouvrir la porte du four. Ok. Quand j'ai à cuire, par exemple, des demoiselles comme ça, ben, elles ne rentrent pas dans le petit four et on va pas faire une femme tronc hein, pour la recoller par la suite. Donc il y a un four qui est un peu plus grand, voilà, qui permet de mettre beaucoup plus de choses. Et qui monte à la même température. Et qui monte à la même température. Et les 2 fours me servent à cuire autant la terre, l'émail que le décor. D'accord. Voilà. Et donc sur le biscuit ben, viendra l'émail. Oui. L'émail qui est le revêtement vitrifié qui rend possible l'utilisation de la céramique. D'accord. Du biscuit. Qu'est-ce que c'est que l'émail? À votre avis, peu de gens savent, en fin de compte, l'émail, ce n'est que de la silice. C'est-à-dire, ce n'est que du verre, ni plus ni moins. Donc moi, je l'achète en vrac, hein, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est du verre en poudre. Donc là, il n'y a pas de risque de se couper, hein, c'est hyper fin. Donc pour fabriquer mon émail, donc je pars de cette base là. Ensuite je rajoute par exemple pour faire voilà cette teinte là qui est un joli bleu turquoise. Donc ça, ce bleu turquoise, on le fait avec de l'oxyde de cuivre. Donc je prends ma base d'émail qui est ici, un peu d'oxyde de cuivre. Alors voilà, je vous donne un petit secret. 2% d'oxyde de cuivre noir que je mélange donc à ma base. Je rajoute de l'eau, un certain pourcentage d'eau, et je le dilue, je le tamise, bien sûr. Ça me donne voilà quelque chose, vous voyez, hein, quand on le redélaye un petit peu, quelque chose de liquide comme ça. Alors donc je vais vous montrer un objet qui est émaillé mais qui n'est pas cuit encore, hein. Donc l'aspect, je le prends là, vous voyez l'aspect sur la pièce, vous voyez que je le prends et vous voyez que l'émail me reste dans les doigts. Vous voyez, si je touche, d'ailleurs là, vous voyez, je touche, je l'enlève. Donc c'est-à-dire que il faudra que je recommence mon travail. Donc ça, cette poudre, elle est vraiment juste posée sur le biscuit. Évidemment, on ne peut pas l'utiliser en tant que tel. Vous imaginez que, vous voyez, rien qu'à le prendre, déjà, l'émail part. Et donc pour que ça devienne brillant comme ça,
ben, l'objet, une fois qu'il est comme ça, il faut qu'il repasse une seconde fois dans le four. Donc là, un petit peu moins fort qu'à la première cuisson, c'est-à-dire à 900, une fourchette entre 940 et 980 degrés. Donc là, à cette température-là, la silice, le verre va fondre, comme le sucre en poudre devient du caramel. Ça va faire un nappage par-dessus, sur le biscuit, et évidemment, quand ça va s'arrêter, ben, ce verre va se rigidifier au fur et à mesure que la température va baisser. Et donc, par exemple, ce gris-là hein, va donner cette couleur-là. Et je vois alors c'est faïencé un petit peu, c'est cassé. Alors on voit que ça, effectivement, on appelle ça du faïençage. C'est tout simplement un phénomène de dilatation. C'est-à-dire que la terre, en biscuit, a un certain coefficient de dilatation. Mon émail a un certain coefficient de dilatation aussi. Et pour obtenir ce faïençage-là, eh bien, tout simplement, il faut que je rajoute quelque chose, un autre émail dans ma base d'émail, qui a un coefficient de dilatation plus fort encore que celui de la terre. Et au refroidissement, il y a une tension qui va se faire entre ces deux éléments-là. Et la terre, qui est elle plus solide, parce qu'elle est plus épaisse que la couche d'émail, qui est beaucoup plus fine, ben l'émail va craquer un peu sous le mouvement de la terre, sous la dilatation de la terre, et provoquer ces petites fissures. Et comment tu fais pour les décors? Parce que je vois que c'est quand même régulier. Donc peindre 2 fois les chèvres, j'imagine que c'est un petit peu compliqué. Et surtout que ouais, ils se ressemblent beaucoup. Tu emploies quelque chose. Alors, il y a encore une chèvre qui est encore identique aux autres. Voilà. Ah ouais. J'applique ce qui est appliqué depuis le début du XXe siècle, hein, quand ils ont trouvé le procédé de fabrication de ce qu'on appelle maintenant de la chromosérigraphie. C'est-à-dire c'est une décalque. Hein. On utilise les mêmes matériaux qu'on pourrait utiliser si je peignais au pinceau, hein, à part qu'elles sont imprimées sur un papier et recouvertes d'un petit film plastique qui va, une fois passé dans l'eau, me permettre de transporter le décor sur la céramique. Là, on le voit, on le distingue bien. Là, vous voyez, il est jaune. Il est jaune. Là, on le voit pas là-bas. Il est sur la chèvre. Il est transparent. Et bien, donc ça me permet de transporter le motif sur la céramique. Évidemment, s'il y a des courbes, il faut l'appliquer comme on peut. Et donc pour le fixer à la céramique, à l'émail, eh ben, il faut le recuire une 3e fois à peine 800 degrés, à 760. La faïence c'est un peu moins fort que la porcelaine. La porcelaine c'est vraiment 800 degrés, la faïence c'est un peu moins parce que l'émail est un peu plus tendre. Donc de façon à ce que l'émail refonde un petit peu, que le motif fonde un peu, parce que ce sont des poudres, hein, c'est pas de l'encre, s'intègre et fusionne avec l'émail de façon à ce que l'émail intègre ça et le rendre complètement inaltérable. Alors évidemment, c'est une technique qui est moins valorisante que de le peindre à la main, mais quand on fait des moules, quand on fait le coulage, quand on fait le polissage, quand on fait etc., ça ne laisse plus beaucoup de temps pour peindre, et en même temps il faut aussi avoir le talent de faire la même chose. Je peins des petites choses, mais voilà, j'ai pas la prétention. Parce que j'ai vu des bols où il y avait, enfin j'ai vu des pièces où tu avais des liserés, des choses comme ça. Les liserés, tu les fais au pinceau quand même. Oui, voilà. Toujours, oui, quand même. Oui, malgré tout ça peut pas beaucoup se faire autrement. Et puis c'est aussi une histoire de coût. Oui. C'est-à-dire que un simple bol qui est vendu à un prix modique ici, si je faisais un décor à main, le prix serait multiplié par 3, par 4. On voit très bien le prix horaire d'un artisan. Vous allez vous apportez votre voiture chez un mécano, avant de la regarder, déjà vous avez pour 50 € rien qu'un diagnostic, et donc vous imaginez le temps de peindre, c'est au moins 1 heure, donc un bol 50 €, ça serait pas possible, quoi. Et j'avais une petite question. Là, je vois tous les motifs, tout ce que tu peux faire. En fait, il n'y a pas beaucoup de limites dans les pièces. Tu peux vraiment faire vraiment ce que tu veux. Si un jour un client a une envie de te faire sa faïence de salle de bain, en fait, toute la décoration intérieure, que tu fasses chaque carreau avec le motif, tout ça, tu es capable de faire. Ah, mais tout s'étudie, tout est possible. Tout est possible. Après, tout est une histoire de coût. Oui. Tout est une histoire de coût, hein, mais tout est possible, ouais, dans l'absolu, tout est possible. Pourquoi parpecer? C'est tranquille. Ah oui. C'est tranquille. C'est tranquille. Et j'étais surpris ce matin de voir, en passant devant, une faïencerie à parpecer. Je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre, il n'y a pas de bar, il n'y a pas... Mais il y a une faïencerie, et c'est ça ce qui est top. Hein. Ici, c'est installé un monsieur
qui s'appelle Monsieur Chatin, qui s'est installé en 1975-76, parce qu'il est originaire de Valençay, il y avait un atelier, donc il s'est installé là, ici, il a grandi, il a grossi, j'ai travaillé avec lui dans les années 80, à partir des années 85. Et puis, en fin de compte, voilà, je suis autodidacte, j'ai pas de formation en céramique, mais j'ai tout appris sur le tas, plus ou moins seul, mais plutôt seul qu'accompagné, en fin de compte, ce qui m'a valu beaucoup de temps d'apprentissage parce que j'ai fait des erreurs qu'il a fallu que je rectifie moi-même sans qu'on me dise c'est comme ça qu'il faut faire et non pas comme ça. En fin de compte, c'est lui qui m'a plutôt mis le pied à l'étrier et qui m'a motivé à le racheter alors que j'avais pas du tout l'intention et de m'installer en tant que faïencier alors que j'avais pas du tout, encore moins l'intention. Voilà, aujourd'hui nous sommes en 2023, le 9 octobre dernier, j'ai fêté les 33 ans de mon activité à Parpecey. Et tout à l'heure, tu parlais de la retraite, donc on y pense tous, hein, plus ou moins. C'est dans combien de temps pour toi ? Alors en théorie, du fait que j'ai commencé à travailler assez jeune, ce serait dans 5 ans à peu près. D'accord. Voilà. Et il y a déjà des gens qui sont intéressés pour reprendre derrière toi. Tu as des jeunes qui seraient... Non, malheureusement, il y a très peu de motivation. Il y a très peu de motivation à vouloir exercer ce métier-là. Alors certains nombres sont motivés pour faire de la poterie, c'est-à-dire à utiliser un tour, triturer de la terre, faire des pots directement tout de suite comme ça, quoi, voilà. Mais très peu de gens, même je dirais même pas du tout d'ailleurs, sont intéressés pour fabriquer un moule, travailler le plâtre, couler des pièces et faire des choses, je dirais plus originales en fin de compte que des pièces tournées autour. Les pièces tournées autour, ce ne sont que des pièces rondes tout le temps. Vous voyez, on ne peut pas faire un porte-savon comme ça, autour ça ne marche pas. On ne peut pas faire de pyramide pour mettre le fromage. Voilà, on ne peut pas faire un certain nombre de choses. On est très, à mon avis, voilà, on est très limité, alors qu'en faisant des moules et en coulant des pièces, même si c'est des pièces qui se ressemblent, mais ne se ressemblent pas parce que la finition, quoi qu'il arrive, sera toujours différente. Et en fin de compte, le domaine de la création est bien plus vaste qu'autour. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça. Voilà, on peut faire beaucoup plus de choses avec des moules qu'avec un tour, en tout cas. Et puis, il faut être plus patient, faut attendre. Faut attendre que les pièces se fassent, que le moule sèche, etc. C'est plus long et ça démotive plein de gens parce que c'est la vie d'aujourd'hui. Parce que c'est la vie d'aujourd'hui d'aller vite et on veut tous faire un pot et qu'il soit tout de suite... qui naissent tout de suite, voilà, comme si on pouvait enfanter tout de suite un peu comme ça. Les métiers, un peu un enfantement. Les métiers comme ceux-là, c'est des métiers où on doit prendre le temps de faire, le temps d'apprendre, le temps de réaliser, le temps d'aimer, le temps de caresser ces pièces. Tu t'en tournais tout à l'heure quand tu les prenais, les faire sonner pour voir s'il n'y avait pas la petite fissure, s'il n'y avait pas... C'est aussi l'amour du métier, c'est aussi tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on trouve encore des jeunes qui vont être motivés et je te souhaite de trouver quelqu'un qui aura envie de reprendre derrière toi et en tous les cas, merci énormément pour cette visite, et puis ta gentillesse. Franchement, je suis vraiment agréablement surpris et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens comme moi qui auront envie de venir te découvrir, venir voir ton magasin, parce que tu as un magasin très chargé et franchement superbe, avec des pièces agréables à regarder, qu'on voit facilement chez soi, parce qu'il y a des très très belles pièces. Je reviendrai avec mon épouse, je suis sûr qu'elle va trouver ce bonheur. Et donc, pour terminer cette interview, je te propose qu'on se fasse un petit selfie tous les deux. Et puis encore une fois, merci. Plaisir, merci à toi. J'ai une dernière question. Tu es ouvert tous les jours ? Alors, il faut bien que je me repose un petit peu. Et puis, parfois, j'ai des marchés à faire. Je fais des fêtes des plantes à l'extérieur, donc tout ça c'est du temps que je ne suis pas à l'atelier. Donc en théorie, je suis ouvert du lundi au samedi, donc de 9h, midi, 14, 18h30. Mais toutefois, je conseille vraiment d'appeler auparavant, avant de se déplacer, parce que je suis quand même un peu dans la campagne. Donc je vais bien vous donner mon numéro de téléphone qui est le 02 54 41 15 46. Voilà, c'est vraiment plus prudent d'appeler. Ok, merci beaucoup Hervé. Merci beaucoup.